Bienvenue dans Cinéma Mon Amour, l'émission de presque tous les jeudis sur Radioactive 100 FM. Nous sommes le 20 septembre et c'est la 75e. Bon, c'est là normalement où je dois commencer, hein. C'est là, c'est à ce moment-là. C'est pas grave. Vas-y, fais-toi désolé plaisir. pour ces quelques minutes de retard. Voilà, nous sommes là, nous sommes bien là. Bonsoir à tous, hein. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une heure de cinéma à passer ensemble avec des news, des coups de cœur, des coups de gueule, des coups de griffe aussi. Tout ça avec de la bonne humeur, on va essayer, et un peu de mauvaise foi parfois, mais toujours avec passion et humour. C'est Cinéma Mon Amour. Bonjour à tous. Voilà, eh bien c'est le grand retour. C'est le grand retour ce soir de l'enfant prodigue. Voilà, il s'est cassé le pied pour vous, pour couvrir le festival de Venise. Mon retour avant 2 semaines encore de vacances forcées et après encore mon retour. Attends, je t'ai pas présenté là. Et ça se trouve, c'est pas toi. Hein. Peut-être il s'est fait mal aussi, Nicolas. On n'en sait rien. Voilà. Bonsoir Maxime, comment vas-tu ? Bonsoir Luc, ça va comme on peut aller avec une grosse entorse de la cheville, voilà. Voilà, c'est ça. D'accord. Julia, ça va ? Ça va, merci. Super, pas d'entorse de la cheville. Tout va bien. Bon, très bonne nouvelle. Et c'est le grand retour aussi de Nicolas. Salut à tous. Salut. Bonjour. Voilà, également. Nathalie. Bonsoir. Bonsoir. C'est sobre. Oui, c'est sobre. Voilà. C'est Tout sobre. le monde a vu des choses Plus ou moins bonne, oui, effectivement. plus ou moins bonnes. Il me semble que c'est un petit peu souvent la même chose. Sinon, ce serait triste. Non, mais j'ai décidé, je vous l'avais dit il y a 15 jours, je vais être gentille cette année. Je vais essayer. Ah voilà, d'accord. C'est plutôt ça. C'est désagréable. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on avait déjà dit qu'il fallait pas faire de E, déjà. Voilà. Donc j'ai déjà 1 euro dans le groin. dans le cochonnet. Dans le cochonnet. Putain, si tu comptes tous les E qu'on va faire, je Bim, pense allez, 1 euro en plus. Maxime, puisque tu as la parole, Oui. tu la gardes. Oui, petit, d'accord. Voilà, mon petit, on y va ? Donc tu veux faire quoi ? Une Voilà. actualité ciné, un bilan de Venise ? Je sais pas, il faut me lancer, il faut me dire, il y a plein de choses. Mais écoute, toi qui aimes couper les poils de machin en 4, je pense que tu devrais quand même avoir une idée. Bon, on va commencer par une partie news. Allez, Superbe. c'est parti. Voilà. Alors, News. Oh my god. J'en ai marre. Au secours. Oh mon Dieu. Sauvez-nous. Jingle. Alors, donc, je vais commencer par nos amis de l'association Lumière du Sud qui va organiser un magnifique week-end italien au Ciné Étoile le 5 et le 6 octobre prochain, avec au programme des films assez méconnus de 3 grands acteurs italiens, puisqu'on va voir Pain et Chocolat, qui est notamment porté par le légendaire Nino Manfredi, Il Boom de Vittorio De Sica, qui est porté par Alberto Sordi, et Dommage que tu ne sois pas une canaille de Alessandro Blasetti, et qui est porté par Matteo Mastroianni et Sofia Loren. Voilà, donc ces films seront projetés lors d'un week-end spécial le 5 et 6 octobre au Ciné Étoile, et on mettra plus d'informations sur notre page Facebook durant le courant de la semaine. Ouais, tiens, en parlant de page Facebook, j'ai posté tout à l'heure une vidéo. Je ne sais pas si mes collègues l'ont vue. Je Il y en pense a que qui travaillent, hein, Maxime, figure-toi. oui, effectivement. Il y en a qui travaillent en travaillant. Et Maxime, tu l'as peut-être vu. J'ai pas vu que tu avais posté une vidéo. D'accord. Oh, c'est un... Oh, Maxime qui n'est pas au courant. Oh là là. Ouh, c'est vilain. Bon, alors tu vas nous dire de quoi il s'agit, mon Il cher. s'agit d'une interview de Jacques Audiard dans un vidéoclub extrêmement intéressante. Ça dure 10 minutes, c'est passionnant. Ouais, il nous fait une petite leçon de cinéma sur ses goûts, voilà, ce qu'il aime, ce qu'il aime pas. C'est vraiment, voilà, quand on est cinéphile, je crois que ça ne laisse pas indifférent. J'en parle puisque on va parler de son film. Et c'est... T'as fait 4 E. On va parler de son film. Qui c'est qui... Il est 5. Qui c'est qui s'y colle déjà ? Les frères sisters. C'est Nathalie. Ah, elle est A, c'est bon ? Non, parce que les E, c'est pas bon, mais les A, c'est bon. Ah, c'est bon. Voilà, d'accord. Donc, tu vas t'y coller. Oui, je vais m'y coller. C'est superbe. Voilà, c'était juste pour vous dire qu'il y a une vidéo de Jacques Audiard. Alors, moi, j'ai une petite news.
qui me fait vraiment plaisir parce que j'aime les films, ça on le sait, mais j'adore les séries télé. Et dans un an, on va avoir le film Downton Abbey qui va sortir sur nos écrans et je suis très très contente. Il va sortir le 13 septembre 2019. Ah ben oui, je suis désolée. J'en meurs déjà d'ennui, c'est horrible. Bon, Julien, Oh tu mon sors. Dieu. Il Oh en faut mon pour Dieu. tous les goûts, les enfants. Tout Non, le monde c'est ne le- peut pas aimer Audiard ou Noé. Non, mais il y en a trop peu. C'est pour ça il faudrait les cloner. Mais après, Oh ben, malheureusement. j'en connais qui vont voir un certain film d'époque, pensant aller voir un chef-d'œuvre, et à l'arrivée, c'est autre chose. On verra ça tout à l'heure, je pense, Voilà. ma chère. Merci. Bing. Ben voilà. Donc, la news c'était Downton Abbey. Oui, c'est ça Downton Abbey. Ouais. Je suis D'accord. contente. Ben voilà. Mais si Est-ce t'es que content, vous on est avez content. d'autres avant-premières, d'autres choses à faire partager Alors ce soir, il y a une avant-première au Royal à 20h15. Enfin non, pas une avant-première, c'est Sherazade, il est déjà sorti la Oui. semaine dernière, mais il le passe au Royal et le réalisateur est là, Jean-Bernard Marlin. Si vous voulez aller au cinéma, allez au Royal. Et on peut dire que c'est l'un de tes coups de cœur du mois. Exact. C'est exact. Pin, 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 pin. Alors, pour expliquer aux gens... Là, c'est pas Non, 1 non. euro, c'est 5 euros là. Non, mais alors pour expliquer, c'est que notre responsable, donc pour pas le nommer Luc, est arrivé 3 minutes avant le début de l'émission, donc je n'ai plus calé rien du tout. Non, en fait, effectivement, je suis arrivé 3 minutes avant, mais j'ai passé 2 minutes À démêler tes nœuds. Et fait les nœuds du casque. Oui, Voilà. absolument. Donc je suis désolée. Oui, oui, c'est entièrement de ma faute. Exactement, ça sera toujours de ta faute. Je me flagelle. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes? Ah, à ma droite, il y a un candidat, Nicolas. C'est à toi. Je voulais simplement dire qu'il y a le festival Première qui sera lundi et mardi prochain à Pâté, dans les Pâtés, donc dans le coin à Pâté-la-Valette et Pâté-Liberté, avec quelques films, donc L'ombre d'Émilie et Les mauvaises herbes, qui a l'air très intéressant. D'accord. Entre autres. Dit comme ça, bon, Entre autres, c'est oui. pas. Mais bon, en tout Et cas. il y en a un qui est très intéressant que je vais sûrement chroniquer, on va dire, à distance dans 2 semaines, qui est Les Frères Ennemis, qui est vraiment Il un sort bon mardi, polar. Les Frères Ennemis, et lundi, nous avons L'ombre d'Émilie. Voilà, mardi soir. D'accord. Ok, merci. Ouf, on s'y retrouve. Bah là, chez les amis, il va falloir faire un petit agenda, hein, les loulous, hein, sur Facebook là, parce que nos auditeurs, ils sont là, ils sont dans la voiture, hein, en train de conduire, prendre des notes. Mais c'est Mais prévu, on Maxime rappellera. a déjà tout fait. On rappellera. Il a tout D'accord. fait. Ouais, je le savais en fait. Il est trop fort, ce petit. Y a-t-il des choses qu'on aurait dit ou pas dit? Non, sauf tiens, moi j'ai vu une bande-annonce que Maxime nous a transférée très gentiment. Avec un très beau commentaire, je pense. Quelque chose de vraiment odieux. Moi, c'est un petit coup de gueule. J'en ai vraiment ras la casquette, mais vraiment, j'en peux plus de ces comédies. Alors, j'en peux plus. Bon, je dirais que en tant que public, je ne vais pas les voir, donc je m'en contre-tamponne. Mais en tant que distributeur, en tant qu'exploitant, c'est-à-dire gestionnaire de cinéma, ça devient vraiment carrément insupportable de financer des films, des comédies françaises. De 3 bouts de chandelle, parce que je suis désolé, je vais dire le film qui s'appelle Lola et ses frères, C'est ça, de C'est- Jean-Paul Rouve. de Jean-Paul Rouve. Bon, bah, Rien que l'intitulé, ça donne envie. non, mais il y en a franchement qui ferait mieux de se faire une vraie entorse comme Maxime plutôt que de réaliser des films. Alors, regardez la bande-annonce. On pourra la mettre aussi sur Elle a un notre- double intérêt, c'est que il y a tous les bons mots dedans et vous constaterez qu'il y en a très peu. Et puis, ça vous raconte entièrement, mais vraiment chronologiquement, le déroulé du film. Donc, ce n'est absolument pas la peine d'y aller. Voilà. Bah, voilà, donc c'est bien, tu fais un petit truc. Ça serait bien qu'il nous parle un peu de Venise, le monsieur. Qu'est-ce que Ah oui, t'en mais alors penses? très vite. Hein. Alors, vite fait, en 5 minutes, je vais Oh, essayer même de faire pas, vite. même pas. Oh là là, il y a beaucoup à dire. On m'a dit 5 minutes, moi j'ai préparé 5 minutes. Hein. Donc, je vais vite dire 3. J'ai vu 41 films en tout, c'était une expérience incroyable. C'est un festival qui est beaucoup plus détendu, on va dire, que Cannes, donc c'est vraiment agréable, avec aussi des films un peu moins axés arrêt essai. Donc ce qui est différent, je vais pas dire c'est agréable, mais c'est différent et c'est vrai que ça permet justement de découvrir autre chose. Donc je vais vous dire un peu mes coups de cœur assez rapidement. Donc je vais commencer par la hors compétition avec 3 coups de cœur. Tout d'abord Tel Aviv on Fire de Samed Shoabi, qui est 95 minutes de France rigolade où un jeune scénariste stagiaire d'une sorte de telenovela israélienne va utiliser les idées d'un colonel pour accéder à la gloire. C'est intelligent, drôle et remarquablement interprété et j'espère qu'il sortira en France car c'est à voir.
Sinon, je vais vous parler aussi d'un film français qui était à la semaine de la critique qui s'appelle Bête blonde de Maxime Matré et Alexia Walter. Donc c'est une sorte de trip, un peu un labyrinthe absurde et totalement désinhibé. C'est drôle, c'est trash, c'est poétique, mais c'est surtout très touchant. C'est produit par le producteur de Bertrand Mandico et c'est distribué par UFO et ça sera sûrement sorti dans le premier trimestre 2019, c'est vraiment bien. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de soit Yann Bertrand Gonzalez Mandico. ou Bertrand Mandico. Tiens. Voilà, et je vais terminer par le nouveau film du réalisateur de Bonto Wao, Craig S. Zeller. Et c'est une sorte de, on va dire, de shortcuts du film de braquage Non. portué par... Non, il faut que tu précises là, shortcut. Faut que tu Donc précises c'est aux en gens, fait une hein. sorte de grand film choral, en fait, un grand film de braquage choral. Avec des gens qui chantent. Non, justement avec beaucoup de personnages, notamment 2 qui sont portés par Mel Gibson et Vince Vaughn. Voilà, d'ailleurs Mel Gibson est exceptionnel dans le film. Et Ce qui est vraiment exceptionnel, c'est que tu as bien prononcé Vince Vaughn. Oui. Ça, c'est exceptionnel. Doublement. Voilà, et c'est un grand film de braquage avec peu de moments d'action, qui prend vraiment son temps pour installer les personnages, qui fait une grande critique de la violence urbaine, mais avec de grands moments d'humour noir, et j'espère qu'il sortira en France, et je vous le recommande aussi. Ensuite, je vais passer à la compétition. Donc, vite fait, je vais vite vous parler du nouveau film de Damien Chazelle, qui sort dans un mois. On en reparlera dans un mois, mais il est vraiment très bon. Ensuite, j'ai vu un documentaire en compétition qui s'appelle What You Gonna Do When the World Fire de Roberto Mervini. Et c'est un bouleversant documentaire sur la communauté afro-américaine de Baton Rouge en Louisiane. C'est distribué par Shellac. Ça va sortir normalement dans le courant du mois de novembre. Il va y avoir une date de sortie qui va se caler dans le courant du mois de novembre. Sheila qui n'est pas la chanteuse. Oh là là. Oui, le distributeur. Le distributeur. Ensuite, le nouveau film de Carlos Regadas, Nuestro Tiempo, qui est magnifique. Il décortique vraiment notre rapport à l'amour, aux nouvelles technologies et surtout à la notion de possession, en prenant comme sujet un couple en pleine crise après l'arrivée d'un Américain dans le voisinage. Pour moi, c'était vraiment mon favori pour le prix du scénario, mais ils ont récompensé quelqu'un d'autre, donc voilà. Ouais, Guillermo, il est pas gentil. Bon, ensuite, et dernier film, donc Killing de Shina Tsukamoto, qui est en fait un peu une sorte de pape du cyberpunk au Japon. Il a notamment fait un film expérimental qui a été une grande référence pour beaucoup de réalisateurs, dont Gaspard Noé, qui s'appelle Tetsuo. Et là, il s'attaque au film de sabre avec une odyssée totalement morbide et anti-spectaculaire de 80 minutes, où en gros, le spectateur va accompagner un apprenti samouraï jusqu'à son premier meurtre. C'est une expérience qui est totalement barrée, totalement mystique, mais moi j'ai adoré le film et voilà. Et maintenant, vite, quelques mots sur le palmarès, donc pour vous donner rapidement mon ami. Donc Roma d'Alfonso Cuarón, quand je suis sorti de la séance, je savais que ça allait être, qu'il allait avoir Lion d'Or. C'est vraiment un magnifique film, c'est un portrait, on va dire, intimiste sur un an d'une jeune bonne dans une famille assez notable de Mexico. Mais au fur et à mesure où ce portrait en fait va se construire, il va prendre énormément d'ampleur pour révéler quelque chose de plus grand. Je ne vous en dis pas plus, il va sortir malheureusement sur Netflix. Mais je vous conseille, voilà, je vais pas rappeler la news qu'avaient sorti Jade et Julia la semaine dernière, mais il est au festival Lumière de Lyon. C'est dommage. Il va être projeté le 15 octobre et le 19 octobre au Festival Lumière de Lyon, justement en présence d'Alfonso Cuarón. Et il faut le voir car c'est un film qui doit être vu sur grand écran, vraiment. Ensuite, le Grand Prix et le prix d'interprétation féminine pour Olivia Colman, c'est The Favorite de Yorgos Lanthimos. Donc c'est un mix totalement détraqué entre Barry Lyndon et les liaisons dangereuses et porté par 3 formidables actrices qui sont Olivia Colman, Super actrice. Emma Stone et Rachel Weisz. Et c'est un film que j'ai beaucoup aimé, mais bon, il faut dire que quasiment, sauf Alp, tous mes Yorgos Lanthimos sont mes Yorgos Lanthimos préférés, pour reprendre la formule d'un célèbre youtubeur. Mais voilà, c'est un film qui va sortir début janvier 2019 et c'est magnifique. Et ensuite, donc le Lion d'Argent du meilleur réalisateur, Frère Sister, je laisserai la parole à Nathalie, mais je vais juste dire que c'est mérité. Et ensuite, le prix d'interprétation masculine pour Willem Dafoe, pour At Eternity Gate de Julian Schlabel. Le film a un parti pris très intéressant, mais qui exploite mal. Mais par contre, Willem Dafoe est exceptionnel en Vincent Van Gogh et il mérite totalement le prix d'interprétation. Et enfin, 2 prix. Le prix du scénario pour les frères Cohen, que j'ai pas trop aimé. Je trouvais que c'était un film à sketch assez inégal, avec de grands moments de grâce, mais aussi des moments qui font pou. Voilà, qui sont pas très bons. Ils font quoi ? Qui sont... Tu peux me refaire le truc qu'ils font ? Pouf.
Je sais pas, c'est pas très bon. Voilà, et voilà, mais j'aurais plus mis un Nuestro Tiempo, même le film de carrosserie de Olivia Sayas, Double Vie, aurait pu prétendre au prix du scénario. Mais voilà, de toute façon, on en reparlera des films courant de l'année. Ensuite, alors on va s'arrêter là, non? Et je vais terminer par le prix spécial du juillet et le prix du jeune acteur The Nightingale, juste pour dire que c'est un très beau exercice de style. C'est une odyssée vengeresse, voilà, d'une jeune Australienne qui va tuer les assassins de son mari et de son enfant à l'aide d'un guide indigène. Donc c'est un rape and revenge. Oh là là Voilà, là là donc là ça là, dit non, une femme qui se fait violer, voilà, et qui se venge, voilà, c'est exactement ça, puisqu'elle va se faire violer en plus que son mari, son enfant vont se faire assassiner. Et c'est un portrait assez sombre de l'Australie des années 1800, et ça donne un fond très inattendu au film, et moi j'ai bien aimé, je trouve qu'il est ici, même si le film, on peut un peu... je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un film qui est un peu on va dire, c'est peut-être un peu percevoir ça Polisson. comme 2 prix politiques, puisque vous avez pas eu déjà il y a le fait que voilà, c'est la seule femme qui a été en compétition à Venise cette année, et puis aussi il y a aussi quelque chose que vous n'avez pas forcément eu, mais la projection presse a été très houleuse, avec notamment des insultes qui ont été proférées par certains journalistes en l'encontre du film en l'encontre de la réalisatrice, notamment lors de la projo presse, avec notamment un très joli honte sur toi salope à la fin du film, qui est très superbe. Donc voilà. Et je pense que le jury de Guillermo a voulu récompenser ça, mais moi ça me gêne pas tant que ça, en sachant que le film est vraiment très bon. Voilà. Ok, on n'a pas tout compris le sens de ce que tu as dit, mais on a compris quand même l'essentiel. Bah, il y a eu un scandale durant le truc, mais voilà. Ce n'était pas une relance. Ouh là là, merci. Quelle épreuve pour toi et pour. J'ai essayé d'aller le plus vite possible. Ouais. On va se reposer un petit peu, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, j'espère Allez. qu'on va garder nos auditeurs. On commence fort, justement, on en a parlé tout à l'heure. Et les frères Sisters. Les frères Sisters. C'était un nom de titre un peu con. Oui, mais c'est adapté au roman. Ah voilà, c'est à cause de ça alors. C'est le roman. Vas-y. Donc les frères Sisters, donc de Jacques Audiard avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly et Jack Gunigal. Non, Ginel. Oh ben merde alors. Guinéol. Julia, Jack tu peux Guinéol. m'aider s'il te plaît? Kilgore. Voilà, si tu veux. Donc avec ces... Enfin bon. Donc on va suivre Charlie et Lee Sisters qui évoluent dans un monde de sauvages et hostiles. Ils ont du sang sur les mains car ce sont des criminels. Ils tuent donc des meurtriers mais aussi des innocents. Ils n'éprouvent aucun état d'âme de tuer. C'est leur métier. Charlie, le cadet, est né pour ça et il adore ça. Et Lee, quant à lui, il est un petit peu plus en retrait. Il aspire peut-être à une vie un petit peu plus normale. Et ils vont être engagés par le Commodore pour rechercher et tuer un homme. Alors, pour ce film, j'ai eu quelques difficultés à rentrer dans ce film. La faute à notre ami présent qui est revenu de Venise, qui m'en a parlé. Bon, c'est vrai que c'était un film que j'attendais. Et il m'en a beaucoup parlé en me le vendant d'une manière assez prodigieuse, extraordinaire. Ah oui, c'est le problème. C'est le problème. Donc c'est vrai que, voilà. Donc je vais essayer de m'en détacher, mais ça a été très très dur. Donc on va suivre donc ces deux binômes. Ouh, Maxime. Le binôme donc des deux frères qui s'appellent Sister, et un autre duo, celui du détective, qui va aider les frères Sister à mettre un lien entre l'homme que l'on doit tuer. Et en fait, on va se rendre compte que dans chaque binôme, il va y avoir un bon et un mauvais. Et en fait, on va suivre cette évolution sur tout ce film. Ça va être comme un parcours initiatique. Et ils ont tous un souci avec la figure paternelle ou avec le père. Donc, je dirais que c'est en ça que j'ai trouvé le film intéressant, cette haine du père dans ce monde un petit peu, pas de chaos, mais de reconstruction. Le film, pour moi, est un parcours initiatique qui va permettre aux personnages d'évoluer, qui va permettre, on va voir, on va dire, une progression, une évolution de ces personnages, qui est vraiment très sympathique au niveau de petits riens. La mise en scène de Jacques Audiard est très très propre.
Vraiment, elle est d'une qualité absolument extraordinaire. L'image, la photographie est absolument sublime. Je crois qu'on doit dire un grand merci à Benoît Déby, qui est le... Je peux finir ma chronique, s'il te plaît, Maxime, qui est celui de Gaspard Noé. Donc, en ça, je dirais qu'elle est vraiment très, très belle. Je ne parlerai évidemment de la musique qui a été attribuée à Alexandre Desplat, qui accompagne le film d'une manière assez fantastique. Le film est beau, mais je pense qu'on m'a trop bien vendu le film, ou on en m'a trop parlé dans des termes élogieux, et donc je suis restée sur le bord de la route pour ce film-là, et je suis très en colère. Quand je suis rentrée hier soir, j'ai téléphoné à Maxime pour lui crier dessus. Parce qu'en fait, il me l'a trop bien vendu le film et je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à avoir une claque, même si c'est pas le même style que Hostile ou d'un autre film que le film de Spike Lee. Je voulais vraiment avoir un choc, comme il a dû le ressentir à Venise, et je l'ai pas eu. Donc voilà. Alors, D'accord. c'est aussi, je pense, une des raisons que tu n'as pas eu ce choc, c'est que les Frères Sisters, pour moi, j'avais découvert le roman il y a quelques années, à une époque où je découvrais, où je me réconciliais avec le western crépusculaire, parce à part les western spaghetti, j'étais pas très fan du genre, mais c'est un film en fait que j'avais vu comme un peu le sang du cygne du genre, c'est-à-dire en fait comme une sorte de, je dirais, un grand chant du cygne où on venait récupérer le dernier souffle du western crépusculaire, avec justement cette odyssée de deux hommes qui évoluent dans un monde qui est totalement en chaos et qu'ils n'ont qu'une seule hâte, c'est finalement de rentrer chez eux. Et ce qui m'a énormément touché, et j'ai retrouvé ça à Venise, en sachant que bien sûr, pour moi, dès le départ, Jacques Audiard était le candidat idéal, car il le dit dans quasiment toutes ses interviews depuis 5-6 ans, que c'est pas un genre, s'il déteste pas ce western, c'est pas un genre qu'il affectionne, et il voit très peu de western. Et c'est ce qu'il sent dans le film, c'est-à-dire que c'est pas un western. C'est pas un western fait par un aficionado, quelqu'un qui adore le western et qui glorifie le genre, mais c'est plutôt une sorte, on va dire, c'est un film où Jacques Audiard a transmis toutes ses obsessions plutôt que les codes du western. Et c'est vrai que les obsessions de Jacques Audiard, notamment l'une de ses obsessions qui parcourt toute sa filmographie, c'est condamner la violence et surtout déconstruire les mécanismes de la violence. Et en ça, c'est extrêmement contradictoire avec l'époque dont est dépeint le film. Et pour moi, je trouve que il le dit un peu de manière ironique sur Combini que c'est le dernier western, qu'il a réalisé le dernier western, et moi je crois vraiment que c'est le dernier western, et que après avoir fait les Frères Sisters, je pense qu'on ne peut plus faire de western parce qu'il a tellement avec ce film déconstruit le genre et plutôt critiqué le genre, enfin à mon sens, après que ce n'est que mon point de vue, qu'on ne peut plus faire de western comme ça, ou alors plus sous cette forme-là. J'ai une question, est-ce que tu es au courant que l'émission elle dure qu'une heure? Oui, et j'avais envie de dire un peu mon point de vue. Voilà. Et tu le partages. Voilà. Eh bien, merci pour ce blanc. Un petit jungle. Un petit jungle et Jungle Fever. Tout ça pour dire qu'on a beaucoup aimé. Moi, j'ai adoré. Voilà. Et tu parles encore pendant le jingle. J'adore. J'adore ça. Tiens, j'ai changé mon... Voilà, donc on va enchaîner sur un film. On a beaucoup parlé de Gaspard Noé tout à l'heure et présentement. Eh bien, Nicolas, tu vas nous parler de Climax, qui était un des films qui a fait un petit peu événement à Cannes au mois de mai. Nicolas, c'est à toi. Alors, j'ai eu l'honneur de pouvoir parler aujourd'hui de Climax, donc je vais essayer de faire les choses bien. Ah bah, si tu... Dans l'absolu, oui. Donc pour commencer, j'ai eu beaucoup d'attentes pour ce projet-là. Et ne sachant ce que j'allais voir, je me suis rendu au Théâtre Croisette pour la première mondiale du film lors de cette édition de la quinzaine des réalisateurs. L'histoire, un groupe de danseurs isolés en pleine répétition répète une dernière fois avant de s'envoler pour les États-Unis. Voici le scénario que M. Gaspard Noé avait fourni à ses producteurs pour pouvoir financer le film et pour pouvoir le tourner. Il leur aurait vendu le projet comme étant un film tourné en 15 jours et un documentaire sur la danse. Donc le film se déroule en réalité lors d'une fête pour décompresser à l'issue de cette répétition. Lors de cette fête, une sangria préparée spécialement par un membre de l'équipe sera servie à chacun des danseurs.
Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Voici le véritable sujet du nouveau long métrage de Gaspard Noé. Je l'ai déjà dit lors d'une précédente émission de Cinéma Mon Amour, j'aime beaucoup Gaspard Noé. Ah oui, on s'en souvient, oui. Je trouve que cet homme a tendance à rentrer dans le trash et la polémique, comme le sexe, l'alcool, la drogue. Et ce qui m'a plu, c'est d'avoir été entouré de grands fans de Gaspard Noé venant du monde entier pendant mon visionnage de Climax. Il faut aussi savoir qu'il s'agit du premier film en français du réalisateur depuis Irréversible en 2002. Car en effet, beaucoup de réalisateurs du cinéma de genre partent à l'étranger pour pouvoir financer leur long métrage. La première chose que je me suis dit en sortant du film est que l'évolution scénaristique de cette œuvre était comme une vague dans la mer, et que plus elle avançait, plus elle arrivait et grandissait, jusqu'à arriver à une explosion finale tripée sous acide, et c'est cette évolution du film qui m'a le plus plu. Pour mieux comprendre ce à quoi je fais allusion, il faut aller tenter ce voyage et rentrer dans une salle projetant ce film et en le visionnant par la suite. Ensuite, j'ai trouvé les danseurs du film assez bons dans leur style d'interprétation. Kid Smile, par exemple, est un très bon comédien non professionnel. En ce qui concerne la musique, je trouve les choix musicaux très bien choisis au niveau de la techno. C'est-à-dire que pour conclure, si vous êtes fan de ce style musical, il faut que vous tentiez d'aller voir ce film pour ne pas rater un tel show de danse. Je conclurai même par dire que Climax est un film qui m'a beaucoup plu pour toutes ces raisons-là. Et allez le voir. Ne rate pas Nathalie. Et allez le voir. Elle te déconcentre, je sens bien. J'ai rien dit, je suis sage, j'écoute consciencieusement Oui, bien sûr, sa bien sûr. chronique. Allez Donc, le voir. Il faut aussi savoir que Climax a eu avant-hier la présélection aux Oscars en fait. Ah oui, quelle bonne idée. Et qu'il est sorti hier au cinéma, Alors- il est à Pâté Liberté, donc allez le voir. Alors, c'est peut-être pas une si mauvaise chose pour les Oscars, puisqu'il est Hop, puisqu'il a hop, 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 comme hop, ça y est, c'est distributeur reparti. aux États-Unis A24 et ils commencent à monter. Ils ont beaucoup d'influence sur l'Académie, donc ça peut être un bon choix pour les Oscars. Ah bah oui, c'est Oui. sûr. Julia, tu l'as vu le Julia, film oui. ou tu as pris le temps d'aller le voir ou pas? Je Oui, pense. j'y suis allée hier et j'ai beaucoup aimé pour toutes les raisons que tu as dites, pour la musique, pour les acteurs qui sont non professionnels et qui sont des danseurs à la base. Il y a des scènes de danse, d'extase et surtout de trip, puisqu'en Et fait, d'ecstasy. ils sont drogués à leur insu. C'est ça le début du film. Ils s'en rendent compte et ils vont vivre un moment assez terrible. Pas terrible. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que on ressort de là, on s'en souvient parfaitement. Et en fait, c'est que le fond est accordé avec la forme du sujet. C'est-à-dire qu'il nous fait littéralement vivre un trip. On a l'impression, dès le début, d'être et de vivre avec eux ce qu'ils sont en train de vivre. Et au lieu de prendre le point de vue, parce que Gaspard Noé avait déjà fait un film sur la drogue, c'était Enter the Void, mais là, on était à la place du sujet qui vivait une altération de conscience, alors que là, on va les regarder vivre cette altération de conscience. Enfin bref, c'est magnifique, c'est incroyable. T'as Allez été le voir. bouleversée, en tout cas. Ouais. C'est une grande expérience à vivre sur écran. C'est vraiment une expérience. On n'en ressort pas indemne, quoi. Ben pour ça, je vous conseille la critique de Critique Masquée qui disent la même chose que depuis. Ouais. Et puis, en fait, au final, Climax, à la base, ça veut dire que c'est le point culminant d'une énumération, si tu veux. Donc, c'est un peu la vague. Tu parlais d'une vague. Tu prends une vague et puis tu t'en prends plein la tête. Et c'est exactement ça. C'est le climax, quoi. C'est l'orgasme chez les anglo-saxons. En anglais, oui, c'est aussi pas un orgasme. Ouais. Après moi, Climax, je l'avais vu avec justement ce monsieur Nicolas à la quinzaine des réalisateurs. J'ai trouvé que c'était un excellent best-of de Gaspard Noé, c'est-à-dire que c'est un peu le problème la qualité du film, c'est que c'est en fait il reprend ses obsessions, il les rediffuse d'une autre manière qui est formidable. Mais le problème, c'est qu'il cite un peu trop ses références. C'est pour moi le seul problème du film, mais le film est très bon. Personnellement, je ne connais pas ces références et j'étais très heureuse de voir un film. Elles sont sur le côté de oui, l'écran. bien sûr, elles sont sur le côté, mais je les connais pas forcément. J'en connaissais très peu. Et même pour ceux qui ne connaissent pas les références, ils peuvent aller le voir et se laisser emporter tout autant. Oui, c'est non, ça je qui est agréable. C'est super. Eh bien voilà, merci beaucoup. Oui, je prends la parole pour parler du jeu, enfin le jeu, c'est le titre du film, qui est sorti Super mercredi. titre, hein. Oui. Alors là, ça claque, hein, le jeu. Ouh. Et qu'est-ce qu'on fait ce soir? On va voir le jeu. Bon, ok.
Et le film a été réalisé par Fred Cavaillé. Alors il est plutôt connu pour des films qui sont des films d'action, des thrillers, des polars, notamment À bout portant, qui a été son plus grand succès. Là, il revient sur les écrans avec un film d'un nouveau genre, qui est la comédie, et plus particulièrement la comédie noire. Il s'agit de l'adaptation d'un film italien, dont l'idée de base est très cinématographique et très inspirante. C'est un dîner entre amis, il y a 7 personnes à table, et ils vont décider chacun de poser leur téléphone sur la table, et de faire en sorte que dès que quelqu'un reçoit un message, un email, une photo, n'importe quoi, qu'il la montre aux autres et qu'ils en parlent. Alors, le temps d'un dîner, les masques vont tomber dans un groupe d'amis qui sont pourtant liés depuis l'enfance. Alors, dans ce film, le casting est assez impressionnant. Les 7 amis sont Bérénice Bejo, Doria Tillier, Vincent Elbaz, Grégory Gadebois, Stéphane de Groot, Suzanne Clément et Roche Dizem. Alors, avant d'en dire plus, je vais laisser parler les protagonistes, puisque Maxime et moi, nous avons eu la chance d'aller rencontrer le réalisateur, d'aller aussi rencontrer Suzanne Clément, Vincent Elbaz et Roche Dizem en avant-première au Pâté Liberté mardi. On peut écouter l'interview. Et donc je vais vous poser la première question. Le film est adapté à la base d'un long métrage italien qui s'appelle Perfetti Sono. Rien, vous parlez italien comme moi, c'est bien. Ouais, c'est ça, très très mal. Mais donc ce n'est pas la première adaptation qui a été faite de ce film, puisque notamment le réalisateur Alex de la Iglesia en a fait sa propre version l'an dernier. Et ce que j'aimerais savoir, c'est comment déjà avez-vous découvert ce film ? Qu'est-ce qui vous a donné envie justement d'en faire un remake ? Et surtout, qu'est-ce que vous avez apporté de plus par rapport à l'original ? C'est une très longue question, c'est 3 questions en une. Écoutez, c'est mon agent qui m'a montré le film, et elle savait que je cherchais un film où je serais en prise directe avec les comédiens, et elle me connaît très bien. Elle savait aussi que ce film était dans mon travail d'adaptation, d'écriture, l'occasion d'y mettre plein de choses, parce que voilà, quand vous faites un remake, je me suis rendu compte que c'était quasiment la même chose que faire un film original. C'est-à-dire que à partir de l'original, c'est comme si le film original est votre idée de départ quand vous faites un long métrage, je dirais, non adapté, et à partir de la deuxième version, ça devient à part entière votre film. Et le travail d'écriture est quasiment équivalent. Donc elle a tout de suite vu que je pouvais y mettre plein de choses qui me sont personnelles, c'est-à-dire qu'il y avait toutes les cases pour justement faire une adaptation, c'est-à-dire à parler d'autres problématiques ou adapter pour la France, c'est-à-dire le film est entièrement dialogué par exemple. Et très vite, ça en fait un film, je dirais un film original. Et ce qui est assez drôle, c'est que moi j'ai été adapté 5 fois déjà mes films ont été tous adaptés, d'ailleurs certains plusieurs fois, et là je me retrouvais de l'autre côté, et j'ai compris le travail qu'avaient dû faire mes camarades réalisateurs qui m'avaient adapté, et c'est assez intéressant d'ailleurs, ça devient très vite votre film. Là, pour répondre à votre dernière question, je pourrais pas vous dire la différence entre l'original et mon film, c'est-à-dire et sincèrement il y a des choses, j'étais persuadé à les avoir inventées, ils sont dans l'original, et des choses où je suis persuadé que c'est dans l'original alors que c'est moi qui les ai inventées. Et d'ailleurs le film espagnol, comme mon film, il paraît que c'est très différent de l'original. Oui, c'est-à-dire que, pour avoir vu, disons que ce qui m'a beaucoup frappé dans chacun des 3 films, c'est qu'il y a l'italien justement qui a son propre style. Vous justement, j'ai l'impression que vous allez plus dans la dramaturgie, et le film d'Alex de la Iglesia qui justement part plus dans le côté humour féroce. Ouais, après mon film reste une comédie quand même. D'ailleurs ça rit même plus que ce que je l'avais imaginé, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des situations qui sont pas dramatiques, c'est pas ça, mais où le spectateur rigole parce qu'ils sont un peu gênés aux entournures, vous voyez. J'ai une question pour les acteurs du coup, vous 3, la même question, puisque tous les personnages, les 7 personnages dans le film ont plusieurs facettes. Il y a la facette sociale que vous montrez à vos amis quand vous allez à ce dîner. Il y a la facette dans le couple. Et puis il y a la facette qu'on découvre petit à petit, ce qu'ils sont réellement et leurs secrets. Du coup, comment vous avez appréhendé ça en tant qu'acteur, ce rôle à plusieurs lectures ? C'est un grand plaisir, parce que c'est un peu tordu. Donc c'est un grand plaisir de faire des trucs un peu tordus. Je préfère ça plutôt que de faire des trucs linéaires, quoi. Donc moi je me suis amusé, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer quelqu'un qui a tant de choses à cacher. En tant que personne, les trucs tordus, je suis pas fan. J'aime pas trop être confronté des fois à des gens tordus, etc. Mais en tant qu'acteur, plus c'est tordu, plus j'aime ça en fait, quelque part. Ce qui était chouette justement, c'est qu'il y avait plein de trucs à jouer, ça c'est vrai, et c'est bien dit. Donc en fait, comme on n'est que 7, on était toujours en interaction, toujours en train de jouer en fait, on était toujours sur scène d'une certaine façon.
Donc ça, franchement, c'était super. Pour moi, ça a été une grande expérience. C'est vrai que Fred était hyper présent, ça c'était très cool. On l'a construit vraiment, je crois, chacun avec lui. Donc il y avait beaucoup de dialogues sans dialoguer, mais juste de refait, ou enfin. Ça, le travail, il était vraiment intéressant. Et puis, ouais, c'est vrai qu'il y a un truc avec soi-même, il y a un truc avec en couple. Très fort, puis à la relation avec les amis. Et il y a des trucs qui se sont révélés, qui n'étaient pas là à l'écriture, entre autres. Je sais que toi, nous, notre lien, il n'était pas tellement écrit. Mais du coup, on s'est retrouvés à un côté de l'autre à table. Et il y a eu un truc très... moi, que j'ai beaucoup apprécié, en fait. C'était comme des gens... Eux, ils n'ont jamais eu rien entre eux, mais ils se connaissent. Ça fait un moment qu'elle le connaît. Donc... Et lui aussi, donc il y a un truc amical et en même temps, je sais pas, qui s'est développé. Et ça, c'est du fait qu'on était assis là, jour après jour, toujours à table. Je crois que c'est ça qui a fait que ça a pris de l'épaisseur. C'est des rôles qui m'ont été rarement proposés et de jouer comme ça, le type un peu fragile, un peu hyperchondriaque, toutes ces choses qu'on a amenées au personnage. Pour moi, c'était nouveau, j'ai pris beaucoup de plaisir, je me suis beaucoup amusé. Et puis, il y avait aussi le film choral, quoi. Le film choral qui vous permet d'explorer votre capacité à être généreux. Parce qu'on est quand même 7 à table, donc les rôles bénéficient d'une équité quand même totale. Et il faut être patient et généreux, c'est-à-dire qu'il peut passer 4, 5, 6 jours sans que vous ayez un mot à dire, mais que vous restiez à table à donner la réplique ou à donner le regard. Donc ça aussi, c'est un contexte dans lequel on s'est rarement retrouvé, en ce qui me concerne. Alors, dans l'ordre d'écoute, on entend Fred Cavaillé, le réalisateur. Ensuite, c'était Vincent Elbaz, Suzanne Clément J'adore sa voix. et Roche Dizem, pour finir. Alors, pour rebondir sur ce qui a été dit et faire une petite critique du film quand même, il y a 2 éléments fondateurs du film qui ont très bien fonctionné, je trouve. D'abord, c'est le dispositif filmique dont il parle. C'est qu'on est dans un huis clos, dans un espace fermé. Les acteurs sont la plupart du temps assis à table. Et on peut avoir l'impression que ça va être un peu mou, qu'on va un peu s'ennuyer. Finalement, ça fonctionne très bien. Et c'est notamment dû aux 7 acteurs principaux. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'acteurs phares, ils sont tous à égalité. Et il y a une alchimie entre eux, ils s'entendent très bien. Il y a un lien entre les personnages qu'on capte directement. Et finalement, c'est très rythmé. Et ça, c'est la deuxième chose qui fonctionne, c'est le rythme. Et ce rythme-là, c'est quand même celui du polar, puisque Fred Cavaillé va reprendre les codes du polar, de ce qu'il avait fait avant dans ses films, pour une comédie. Donc on se retrouve avec un film à intrigue, à suspense, qui est parfois dur et aussi glauque, mais on est quand même dans une comédie. Alors bien que parfois on s'attende quand même à certaines choses, à certains rebondissements, et qu'il y ait certaines inégalités, l'ensemble est efficace et je vous conseille d'aller le voir, c'est un bon moment de cinéma. Voilà. Et je crois que ça a été un très bon moment d'interview pour Maxime. Il faut quand même le rappeler. En tout cas, il a investi dans un enregistreur, Maxime, Oui. et vraiment bravo, parce que la qualité est absolument magnifique. Voilà. Il ne faut pas trop l'approcher de la voix de Roche Dizem, de la bouche de Roche Dizem. Sinon, il y a un léger effet de saturation. C'est les aléas, malheureusement, des interviews. Des fois, il y en a certains qui laissent le portable. Voilà. Et puis, on dit 2 mots quand même de l'interview de Suzanne Clément. Non, mais je peux peut-être visiter le film puisque j'ai vu les 3 films, donc je peux un peu comparer. Je vous conseille plus l'original. Si on le faisait pas, l'italien, parce que je trouve que le film de Cavaillé loupe un équilibre qu'avait bien trouvé Est-ce que tu entends quand on te parle? Je entre sais pas. humour et émotion. Il voilà. écoute pas, non? Non, moi je voudrais quand même qu'on revienne sur cette séance de yoga de Suzanne Clément. Allez, je suis désolé, le public a envie de savoir. Vous savez que non, pardon, il faut que je m'adresse. Pardon, je m'adresse aux auditeurs. Je pense que l'émission traitez mon avis, vous me pour parler de ça. Absolument. L'émission quand même est quand même bien avancée. Il faut quand même qu'on vous donne une petite confidence. Suzanne Clément a pratiqué une séance. Sur ce que tu dis. Séance de yoga. A réalisé une petite séance de yoga. Bon, Des exercices. Voilà, faut dire que quand même le rythme des promos, c'est pas facile. Et ça constitue quand même le 3e plus bel événement de la vie de Maxime. Il faut quand même après sa naissance, bien sûr, et son bac. Tu es dégueulasse. Alors, non, mais il te rend hommage, non, Maxime. Mais je me muselle, tu vois, pour pouvoir dire ça. Non, mais c'est génial. Il m'empêche de dire mon avis sur le film qui est d'ailleurs contradictoire à celui de Julia. Mais voilà, final, mais non, mais justement, l'avis de Julia est tellement beau qu'on va rester là-dessus, peut-être. Oh là là. On était d'accord sur beaucoup de points.
Voilà. Sauf sur l'équipe, je trouve qu'il loupe un équipe qui avait l'original Voilà. italien. Absolument. Voyez l'original italien. si Voilà. vous trouvez. Merci beaucoup. Donc, puisque j'ai la parole, je la garde. Moi, je vais vous parler pas de musique, mais je vais vous parler de, de 2 petits films indépendants américains que j'ai vus il y a quelques jours et pour lesquels j'ai beaucoup de tendresse. Alors, je vous fais une petite chronique croisée entre 2 films, c'est pas arrivé souvent. D'abord parce qu'on n'a pas le temps. Et voilà, mais ils ont un point commun. Ils ont tous les deux, pour moi, une qualité vraiment importante, même une qualité cardinale à mes yeux. Ils sont tous les deux affranchis du standard du film indépendant type Sundance. Une sorte de format qui a explosé il y a un peu plus d'une dizaine d'années, sous l'ère Obama. Et ce n'est pas un hasard. Pour moi, le paroxysme de ce type de film, c'est Away We Go de Sam Mendes, qui un jour s'est levé et s'est dit « Ah tiens, si je faisais un film indépendant à la manière de... » Voilà, avec tous les poncifs d'un phénomène underground qui, paradoxalement, est devenu un peu mainstream. Voilà, je ferme la parenthèse, si vous me le permettez. Et j'en parle parce que Debra Granik avait réalisé un excellent film, Winter's Bone, qui avait révélé notamment Jennifer Lawrence et qui était un film purement typé Sundance, mais un très bon film néanmoins. Et là, elle attend plus de 7 ans pour livrer un nouveau film qui s'appelle donc Leave No Trace, dans lequel elle révèle une autre jeune actrice qui s'appelle Thomasine McKenzie. Et je donne son nom parce que je pense qu'on va retrouver cette actrice qui est sublimement... voilà, elle sublime le film en tout cas. C'est une jeune actrice, hein, je pense qu'elle doit avoir 15-16 ans, quelque chose comme ça. C'est un film vraiment tout en simplicité qui contraste avec ce contexte politique chaotique et exubérant que vivent les Américains actuellement. D'ailleurs, je fais, si vous me permettez, c'est comme c'est l'émission des apartés, je fais un tout petit aparté, encore un. Il y a une relation évidente, même si parfois elle n'est pas directe, entre le contexte politique et le cinéma, et pas uniquement le cinéma hollywoodien. Voilà. Et là, je pense qu'on est dans un cinéma de finesse, de subtilité, et qui contraste avec ce qu'ils vivent actuellement. On pourrait revenir sur le politiquement correct de l'ère Clinton, les films bourrins sous Reagan, les films post-11 septembre, bref. Je pense que c'est quelque chose... il y a des auteurs qui en ont parlé de cette relation. Moi, je trouve ça assez intéressant. Bref, c'est un film de l'ère Trump, voilà, peut-être anti. Et c'est un film qui s'intéresse à une partie une frange de la population, des marginaux qui vivent à l'écart des villes. On les appelle les survivalistes. Thème déjà abordé dans Capitaine Fantastique. Mais là, le film est largement expurgé donc du contexte politique, du contexte même psychologique. On sait à peu près pourquoi ils sont dans la forêt, ils sont à l'extérieur des villes, etc., en dehors de la société. Mais surtout, ce qui est principalement centré, le film, il est principalement centré sur cette relation entre un père et une fille, avec beaucoup de petites choses du quotidien qui sont montrées, et qui peuvent paraître futiles, mais qui illustrent tellement bien cette magnifique relation entre eux. Alors bien sûr, il y a forcément des épreuves qu'ils doivent affronter pour avancer dans l'histoire, sinon on s'ennuierait un peu. Et voilà, j'en dis pas plus parce que voilà, c'est un film à déguster. Voilà, c'est une magnifique ode naturaliste, et même si je trouve que c'est idiot de genrer le cinéma, je trouve que c'est un très beau film de femme. Voilà. Alors, j'ai pas beaucoup de temps pour vous parler du deuxième film, Thunder Road. Alors je pense que c'est un petit peu l'ovni de la rentrée. Hein. J'en avais très très envie, mais il n'est diffusé nulle part. Absolument, c'est malheureux. Scandaleux. C'est absolument scandaleux. Alors, c'est un film que personne voulait. Hein. Je vous le dis comme ça. À Cannes, personne n'en voulait. Voilà, personne n'en voulait. Il a échoué lamentablement dans une sélection, la sélection de l'Acide. C'est quand même une sélection très, très, très particulière avec des films, des tout petits films, etc. Je me demandais pourquoi il a échoué là. Donc, montré avec confidentialité à Cannes et qui s'est vu offrir une exposition incroyable en gagnant le Grand Prix du jury à Deauville. Alors, je ne vais pas trop en parler non plus. Le film repose sur son auteur, réalisateur,
acteur, dialoguiste, Jamie Cummings, numéro 2 du nom, qui sort de nulle part et qui livre, on peut le dire, ce qu'on appelle une dramédie. Donc on oscille en permanence entre rire, larmes, loufoquerie, burlesque. Il campe le rôle d'un jeune flic qui se débat avec sa névrose d'échec au milieu de son ex-femme, de sa fille, de sa mère décédée et de son collègue de travail. Voilà. Lui, il est très touchant et très attachant, même plus que le film lui-même, qui a des faiblesses de mise en scène, certes, mais il emporte tellement le lot que c'est vraiment très agréable. C'est une bouffée d'air. Ces deux films, c'est une bouffée d'air frais et qui montre à quel point le cinéma américain sait se renouveler et sait nous faire découvrir des choses magnifiques. Mais moi, ce dernier film me faisait très très envie et j'ai été, pas choquée, mais déçue qu'il ne soit pas distribué dans aucun cinéma. Ce sont les aléas des sorties. On a pendant 3 mois des films. On vous propose pendant 3 mois des films de merde. Voilà. Et à la rentrée, on vous met tous les bons films. Et voilà, donc il n'y a pas assez d'écran pour pouvoir offrir des fenêtres d'exposition. C'est dommage. À ce genre de film, c'est dommage. C'est très On ne sait dommage. jamais, peut-être que le Royal, peut-être dans un second temps, ce qui arrive parfois, va S'il a peut-être le été programmer. récompensé à Deauville, il y a des chances. Oui, c'est Pas pas forcément, sachant qu'il y a tous les films de Cannes qui vont arriver en octobre. Ça va Tiens, il y être avait un peu longtemps qu'on t'avait compliqué. pas entendu. Mais après, voilà. Comme il n'a Pourquoi pas vu, j'ai pas de contre-critique. Mais comme tu as la parole, Mademoiselle de Jonquière, voilà, non, mais rapidement. en même temps, non, tu as au dépassé secours. ton temps de parole, parce qu'il y a une parité absolue, comme dans les débats Ouais, politiques. non, mais Non, il vaut mieux qu'il la garde pour Mademoiselle de Jonquière, sinon je vais être encore plus Allez, méchante que vas-y, lui. Mademoiselle de Jonquière. Alors bon, c'est un défi français qui est présélectionné aux Oscars avec Climax, donc rapidement. Donc, Climax et aussi jusqu'à la garde. Enfin, je vais pas faire un débrief sur les Oscars, on verra, on en reparlera Oh non, on va pas le faire tout de s'il est suite, là. sélectionné. Mais voilà, c'est le nouveau film d'Emmanuel Mouret. Et donc Emmanuel Mouret, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le sentiment amoureux et notamment d'une manière assez légère. Il dépeint des petits vaudevilles de manière assez légère et très libre. Et il a choisi, et c'est souvent dans des contextes très contemporains, voilà, c'est-à-dire de nos jours. Et sauf que là, il a décidé de faire un film en costume. Donc, c'est-à-dire de prendre un livre de Diderot qui s'appelle Jacques le Fataliste et de l'adapter. Donc, pour résumer rapidement l'histoire, c'est Madame de la Pommeraye, une jeune veuve retirée du monde, qui va céder à la cour d'un beau marquis incarné par Édouard Baird. Et après quelques années de bonheur, le marquis va la quitter. Voilà, parce qu'il s'est lassé de l'union. Et donc, elle va faire une vengeance que j'ai trouvée totalement gratuite et totalement injustifiée. Et j'ai totalement décroché du film parce que je trouve que le film est très mal amené. Et que le personnage qui est incarné par Cécile de France de Madame de Pommeraye est très 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 mal écrit, malheureusement. Alors je sais que je vais totalement à contre-courant d'une presse et de beaucoup de spectateurs qui ont aimé le film. C'est pas grave, vas-y. Mais c'est pas grave, voilà, j'ai pas aimé. Et surtout j'ai trouvé que autant le style de Mouret quand il a abordé des films contemporains fonctionnait très bien parce que ça donnait une certaine légèreté au sentiment amoureux, autant là qu'ils le mettent dans un contexte historique assez daté, je trouvais que ça alourdissait encore plus le film, ça le rendait encore plus artificiel qu'il était, et c'est vraiment dommage. Je suis pas rentré dedans. J'ai même trouvé que certains sursauts oniriques qu'il avait, notamment il met une table en plein milieu d'une forêt, j'ai trouvé ça malheureusement pas très bien. Après, pour info, c'est pas des tables, ce sont des chaises. Il y avait les tables aussi quand il prend le cadeau d'anniversaire. Les tables c'était hors champ, mais elles y étaient. Hein. Voilà. Mais bon, après, les acteurs sont plutôt convaincants. J'ai trouvé que les dialogues étaient plutôt bien écrits, mais c'est vraiment l'écriture des personnages, la mise en scène et le style de Mouret collé à ce film d'époque qui ne m'ont vraiment pas convaincu. Après, allez vous faire votre propre avis parce que vraiment voilà, le film étant censé par la presse, mais moi et Nathalie, on n'a vraiment pas été convaincus. Voilà. J'ai vécu une souffrance moi pendant 2 heures. Tu plaisantes ou quoi? Je te remercie de m'avoir accompagné. Une souffrance de 2 heures. Ah bon, mais comment ça se fait, tout le monde a aimé ce film? Mon Dieu. Alors, il faut quand même le dire que quand Maxime voulait voir le film, il m'a montré la bande-annonce. J'ai fait ça va être une merde. Un sous-liaison dangereuse. Voilà, avec une seule intrigue. Là où la richesse de Milos Forman pour Valmont ou de Stephen Frears pour Les Liaisons Dangereuses, il y a des multiples intrigues. Ce film, il est plat, il est fade, joué par des comédiens qui ont autant de charisme que des agglos. Oh non. Ah si, non, mais Cécile de France est insipide. Ça ressemble aux Légendes Dangereuses, donc du coup elle défonce le film. Insipide. Mais c'est qui Madame de Jonquière?
Madame de Zonker, c'est Alice Izaz qui l'interprète. Et Ah, c'est en d'accord. gros, c'est une jeune, oui, parce qu'en gros, elle va orchestrer sa vengeance en demandant à une ancienne notable qui est déchue et de sa fille, qui ont échoué dans un bordel. En gros, Pourquoi t'as relancé Maxime, Julia? Pourquoi t'as relancé Maxime? de Il y a des l'aider choses à pas dans sa faire. vengeance, voilà. Voilà. Non, le film est inintéressant, vraiment. Pas inintéressant, mais c'est sur je l'ai cette trouvé belle raté. note qu'on va finir, malheureusement ou pas, cette émission. On en voit le bout. Voilà, il y a à boire et à manger. Faites votre avis et comme le dit Maxime, si vous n'êtes pas content, allez vous faire voir les films si vous le souhaitez. On se retrouve si possible La semaine prochaine. la semaine prochaine. Voilà. On vous remercie pour votre patience et votre compréhension et on laisse les manettes